Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, c'est l'heure du grand débat des vraies voix. Notre grand débat, Emmanuel Macron, qui a commémoré ce lundi les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Et si pour certains, le général de Gaulle est une figure permanente, sachez que pour d'autres, de Gaulle est une statue poussiéreuse. Et oui, pour preuve, ce sondage, alors c'est vrai, il a 10 ans, il date de 2010. 45% des Français qui estimaient que le gaullisme ne voulait plus dire grand-chose. On vous pose donc cette question ce soir, 10 ans après ce sondage. Le gaullisme est-il démodé? Le pensez-vous toujours? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et vos votes sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Le gaullisme est-il démodé? Est-il dépassé? La réponse est non. Non à 72%. Allons enfants de la mon cher et vieux pays, nous voilà donc encore une fois ensemble devant une lourde épreuve. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Et rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Vive la République! Vive la France! Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà, le meilleur de Gaulle, si je puis dire. On en débat avec nos vraies voix, Yael Mellul, Philippe Bilger, Jean Dorido et notre invité qu'on salue, c'est William. À vous, bienvenue dans Les Vraies Voix, directeur stratégie du think tank du comité de réflexion Le Millénaire. William, alors tous nos politiques revendiquent être gaullistes, quasiment tous, j'allais dire à une exception près, mais non, quasiment tous. Est-ce qu'on peut faire du gaullisme sans être de Gaulle, selon vous, William T? Alors, en tout cas, on ne peut pas faire du gaullisme sans avoir l'idée principale de Gaulle. Ouais. Toute la doctrine gaulliste, parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de doctrine gaulliste, c'est uniquement un seul point, c'est mener toute la politique pour un seul intérêt, la grandeur de la France. Alors aujourd'hui, tout le monde se réclame de Gaulle, mais est-ce que concrètement, les politiques sont menées en faveur de la grandeur de la France? On peut en tout cas en douter. Est-ce qu'on rayonne à l'étranger? Est-ce que notre politique économique permet de briller à l'étranger? Notre politique étrangère, est-ce qu'elle est souveraine et indépendante? Est-ce qu'on construit une Europe autonome et stratégique comme le voulait le général de Gaulle avec le plan Fouché? Et est-ce qu'on investit dans la recherche et le développement pour avoir une nation industrielle et de savants, ce qu'il voulait faire lorsqu'il a pris le pouvoir en 1958. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, c'était une sorte de révolution en fait. Aujourd'hui, nous, on a écrit un rapport, le gaullisme au XXIe siècle. Si on s'inspirait de Gaulle aujourd'hui, vraisemblablement, il serait traité de populiste, de nationaliste, parce qu'en fait, il mènerait une politique similaire à ce que mène quelqu'un comme Vladimir Poutine ou quelqu'un comme Donald Trump, sur quelqu'un d'actualité sur qui on parle souvent. Donc, je pense qu'à la fois le gaullisme, c'est une idée démodée, parce qu'en fait, mais est-ce que De Gaulle ne se serait pas... Excusez-moi, William T, est-ce que le général... Par contre, c'est une idée contemporaine, parce que tout le monde s'en réclame aussi. Donc, il est à la fois démodé et pas aussi. Bon, mais est-ce que le général De Gaulle ne se serait pas adapté aussi à son siècle, à son époque? Je ne pense pas qu'il serait resté figé s'il devait diriger la politique de la France en 2020, comme il l'a été dans les années 50, 60. Oui. Alors, mais tout ça, c'est une question de ligne politique. La ligne politique, c'est comment on fait pour que la France soit souveraine, puissante et rayonne à l'étranger. D'une part, vous avez plusieurs éléments. D'une part, c'est la politique économique. Est-ce que la politique économique française se distingue des autres politiques, notamment en termes de spécialisation? On se distingue uniquement sur deux domaines, c'est la question du luxe et la question de l'agriculture. Ce n'est pas assez pour faire une politique économique qui rayonne et qui brille à l'étranger. Deuxième point, c'est la question de l'Europe et des affaires étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à se battre contre les Allemands? Parce que vous avez deux conceptions en Europe, c'est la conception économique et marchande allemande et la conception de puissance et d'autonomie française. Aujourd'hui, c'est plutôt la conception allemande qui l'a emporté sur la conception française. Et enfin, sur la politique étrangère, même si on peut s'adapter, on peut aussi se poser une question, c'est est-ce que la politique est indépendante en termes d'action et à l'étranger, à la fois diplomatique et militaire? Une partie, oui, on voit ce qui se passe en Afrique. Une autre, beaucoup moins. On le voit notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Alors,
On va demander l'avis de nos vraies voix. Tiens, Jean Dorido, qu'est-ce que reste-t-il du gaullisme encore aujourd'hui? Ah ben alors voilà, c'est ça, c'est que je ne sais pas si c'est une idée poussiéreuse, le gaullisme. Ce qui est sûr, c'est que le gaullisme est mort. Il ne reste absolument plus rien de gaulliste. Chez quelques politiques français que ce soit, il n'y a plus... Monsieur Tay explique que c'est vraiment l'idée de mettre la France, vraiment l'intérêt supérieur de la France au centre de toutes les décisions politiques. Or, précisément, ça n'est pas le cas depuis très très longtemps, et notamment cette Europe à 27, là maintenant, qui est une espèce de d'ectoplasme comme ça, sans bras ni jambes, complètement incapable de prendre une décision. C'est aux antipodes du projet gaulliste qui était finalement l'Europe de Gaulle. C'était de rendre à la France de rendre à la France sa grandeur. C'est pour lui l'Europe, c'était la France qui emmenait les autres pays vraiment dans ce qu'il y avait de plus grand. Et ça, on en est très 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 loin aujourd'hui. William, quitte à faire un peu de provocation, la grande difficulté de l'instrumentalisation du gaullisme aujourd'hui, c'est que il ne permet pas, à mon avis, d'avoir les clés pour une politique efficace. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi, William, pour dire que le gaullisme, c'est d'abord un total pragmatisme, deuxièmement, c'est une attitude, et en dernier lieu, c'est une intégrité. Trois données qui sont fondamentales, dont on a la nostalgie, mais qui ne... ma chère Yael, j'entends tes démissions. Elle est d'accord avec vous. Oui, mais je craignais qu'elle me désapprouve. Elle opine du chef. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, William? Écoutez, moi je partage complètement votre avis. C'est pour ça que par provocation, je disais que celui qui pouvait ressembler, ou en tout cas sur qui De Gaulle pouvait éventuellement se reconnaître, sauf sur le manque de classe et au niveau de la personnalité, mais surtout sur la question de la politique, c'était éventuellement Donald Trump. Parce que quand on regarde la politique de Donald Trump, et je fais exprès de le citer parce que c'est quelqu'un dont on parle souvent actuellement, c'est une politique qui est complètement centrée sur l'intérêt des Américains. Et des America First. Tout à fait. Donc si aujourd'hui on voudrait quelqu'un qui s'inspirait un peu de la politique gaulienne, ce serait, je citerai ces exemples exprès, c'est plutôt Donald Trump et Vladimir Poutine. En Europe, il n'existe pas de De Gaulle. Tout simplement, je pense que c'est parce qu'en fait, les dirigeants européens ont été marqués et traumatisés par les deux guerres mondiales. Et aujourd'hui, toute personne qui mènerait une politique plutôt nationaliste et centrée sur ses intérêts serait considérée comme une sorte de nationaliste, de raciste éventuellement, ce qui est dommage, parce qu'on est capable on doit être capable de mener une politique en faveur de son État, de sa population, sans être taxé tout de suite de xénophobe, de nationaliste, etc. Donc je pense que le fait qu'ils aient été traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, qu'on n'ait pas de personnes qui soient nées aussi pendant des temps conflictuels, parce que De Gaulle est né pendant des temps conflictuels, ça l'a profondément marqué. Et aujourd'hui, il a connu les deux guerres. Dans une époque surtout européenne qui est marquée par la paix, la prospérité en quelque manière que ce soit, parce que les personnes sont nées en fait dans les 30 glorieuses, les dirigeants européens, ils essayent à chaque fois de concilier plutôt que d'affronter. On le voit avec un exemple qui est très frappant, c'est l'exemple de la Turquie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ait quelqu'un comme Erdogan qui menace nos amis et nos alliés, que ce soit l'Arménie ou la Grèce, et qu'on empêche la France d'attaquer ou en tout cas d'intervenir beaucoup plus fortement contre Erdogan. La France est rentrée dans l'OTAN alors que De Gaulle avait tout fait pour l'en sortir. C'est vrai. De cette façon-là. Tiens, Yael Mellul, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure? De Gaulle aujourd'hui qui aurait paru populiste, nationaliste, limite raciste, nous dit William Tay. Je suis très nostalgique de cette personnalité héroïque. C'est un temps où un politique, ça voulait dire quelque chose. Derrière, il y a des valeurs, il y a de l'honneur, il y a de la grandeur, il y a du courage, il y a de la morale. Voilà. Tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui en réalité. Voilà, moi, c'est la personnalité, moi, qui. Oui, c'est pas sa politique, c'est la grandeur de l'homme. C'est pas forcément sa politique, c'est la grandeur de l'homme. On n'a pas ça aujourd'hui. Vous faites la comparaison avec Donald Trump d'un point de vue purement politicienne, j'ai envie de dire. Mais le personnage, on n'a absolument Et puis De Gaulle rassemblé. C'était une autre classe, De Gaulle, c'est sûr. C'est bon de le rappeler quand même. Une comparaison moins confortable. C'est pour ça que je l'ai retiré, la troisième partie de Monsieur Bilger. Parce qu'en fait, la question de la personnalité, nous, on est français, donc on n'a pas la même conception de la vie politique.
Mais si on compare uniquement sur la politique, parce qu'en fait, De Gaulle, c'est deux personnages. C'est à la fois le président de la République, de 58 à 69, mais c'est aussi un personnage historique. Parce qu'avant qu'il devienne président de la République, c'était déjà le sauveur de la France, donc il avait une légitimité supplémentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être gaulliste au XXIe siècle, parce que personne n'a une telle aura, personne n'a une telle capacité, et personne n'a un tel crédit politique. Et même M. Bilger évoquait la question de l'intégrité. On se souvient que le général de Gaulle payait ses factures à l'Élysée. Oui, mais ses factures pour ses consommations personnelles. Alors qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont plutôt vus par les Français, notamment dans les différents sondages, comme utilisant la politique à leur propre fin et défendant leurs intérêts. On va parler de Omar bientôt. Collectifs. Je pense que c'est un point qui est très important dans la politique gaullienne et dans l'appréhension de l'image qu'on a de lui. William, on oublie quelque chose, à mon avis, dans le personnage de Gaulle, c'est que il était aux antipodes des personnalités qu'on aime aujourd'hui. Je veux dire, je vais peut-être vous choquer, mais quand on regarde en détail son parcours, quand on l'écoute, quand on le voit, il pouvait inspirer une profonde antipathie. Et donc, je veux dire, un homme qui est capable d'aller dans le souci de la France et dans l'allure qui était la sienne, jusqu'à être capable de susciter l'antipathie, on n'en rencontre plus. Et il faut voir à l'époque ce que ses opposants, d'ailleurs, lui balançaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde respecte la statue du commandeur. À l'époque de Gaulle, quand il était en politique, ses adversaires de gauche, notamment, vraiment, avaient des mots, le traitaient effectivement de fasciste, de caudillo, de duce. Enfin, c'était une honte. Tiens, avant de finir cette première partie de débat, petite question peut-être difficile. Tiens, Jean Dorido, je poserai la même à Philippe Yael et à notre invité. Quelle personnalité politique aujourd'hui incarnerait le mieux le gaullisme, selon vous? Alors là, c'est vrai que pour le coup, je donne ma langue au chat, parce qu'il n'y en a absolument aucune. Là, pardon, enfin, avec toute la tendresse que j'ai, qui incarnerait le mieux. Le moins mal. Non, mais le là, moins mal. Philippe Bilger, vous arrivez à trouver ou pas? En France, je rejoins Jean, je n'en vois pas. Il faut songer, par exemple, que De Gaulle avait une grande intuition sur la valeur des politiques. Et j'ai toujours beaucoup apprécié, par exemple, qu'il ait porté, aimé Richard Nixon, qui a fait le plus fabuleux mandat présidentiel, le premier, je veux dire. Et il l'appréciait. Donc c'est ailleurs qu'il faut les chercher. Voilà. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Le gaullisme est-il démodé? 0826 300 300. On va vous entendre dans quelques instants. Et puis évidemment, vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous répondez non à 72%. Voilà, Twitter, Facebook. On poursuit le débat dans quelques instants avec nos vraies voix. Et William T qui est avec nous, président du comité de réflexion Le Millénaire. À tout de suite. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger et Jean Dorido en plein débat. Yael Mellul qui est avec nous et notre invité c'est William T, président du think tank du comité de réflexion Le Millénaire. On poursuit tous ensemble notre grand débat à l'occasion des 50 ans de la mort du général de Gaulle. On vous pose cette question, le gaullisme est-il démodé? Le gaullisme est-il dépassé? On vous attend sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes nombreux à voter et pour le moment c'est un non, un grand non, j'ai envie de dire non à 72%. Le gaullisme est-il démodé? Qu'en pensez-vous? J'attends vos réactions. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et voilà, on vous donne la parole comme chaque soir sur Sud Radio. Frédéric de Boulogne-Billancourt est avec nous. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir, Frédéric. On vous écoute. Que vous inspire le gaullisme démodé? Bon, c'était en 2010 le sondage, il y a une dizaine d'années. Et voilà déjà ce qui m'inspire le gaullisme. Je voudrais vous lire une citation du général de Gaulle en 1964. Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aéropages internationaux serait incompatible avec les droits et les devoirs de la République. Voilà, le gaullisme, il est là-dedans. Il est dans l'indépendance et il est dans la souveraineté. Tout à l'heure, alors je souscris totalement à ce qu'a dit M. William T. Tout à l'heure, j'ai entendu sur le plateau un de vos invités dire « mais ce serait, comment dirais-je, aurait évolué, etc. » Est-ce que vous croyez vraiment qu'un homme qui a dit ça aurait évolué? Est-ce que vous croyez qu'un homme qui a dit ça pourrait aujourd'hui, serait d'accord avec M. Sarkozy qui lui dit en 2009 on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Vous sentez le fossé entre les deux? Bon. Alors, je crois que cette espèce d'ordre
ordre, si ce n'est mondial, vers lequel il voulait tendre, les politiques qui nous ont gouvernés ont essayé quand même de nous entraîner vers une Europe fédérale, alors que le général de Gaulle, lui, tenait à ce qu'il appelait l'Europe des nations. Et dans cette Europe fédérale, ils ont quand même échoué. On voit bien leurs échecs, qu'ils soient économiques et pire, qu'ils soient même qui touchent à notre régalien. Il faut quand même que les gens qui nous écoutent, les auditeurs, sachent qu'aujourd'hui, dans matière de sécurité, c'est quand même le cœur de la mission de l'État. C'est parce qu'on a signé des traités internationaux avec l'Union européenne qu'on a une Commission européenne des droits de l'homme, par exemple, qui nous interdit d'expulser un terroriste étranger au motif que dans son pays, il va être en danger. Ouais. Alors là, vous parlez des 214 voilà, exactement, terroristes, enfin radicalisés. Ouais, je parle du régalien. Le régalien, c'est la mission de sécurité que l'État doit à ses compatriotes, à ses concitoyens. Cette mission, aujourd'hui, l'État n'arrive plus. Regardez, on n'arrive plus à expulser des gens qu'on veut expulser. Darmanin avait promis d'en expulser 214. Bon, il en a annoncé 14. 14 en un mois. Peu plus. Un petit peu plus. Bon, là, disons une vingtaine. Mais pas beaucoup. Effectivement, on est loin du compte. Et à cause de ces personnes, et d'ailleurs, cet avocat qui était sur le plateau des Vraies Voix, Honegger, nous l'expliquait très bien, c'est que voilà, selon les traités, il y a des personnes qui ne sont pas expulsables, tout simplement. Yael Mellul. Oui. Vous m'entendez, Yael ? Oui, je vous entends là. Bon, oui. Est-ce que vous êtes d'accord parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de Français dire de toute façon, moi, en 2022, pas question que je vote pour tous ces beaucoup parlé dans les Vraies Voix. Là, c'est encore autre chose. Est-ce que vous pensez que le vote Pierre de Villiers, je ne sais pas s'il est nombreux ou pas, mais ce serait plutôt un vote nostalgique du général de Gaulle? On peut faire la comparaison, Yael, ou pas, selon vous? Oui, mais très clairement, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus nombreux, qui ont besoin d'une figure un petit peu d'autorité, on va dire, aujourd'hui, et d'injecter un petit peu de, un petit peu de morale, et ce côté un petit peu rigide. On a perdu Yael Mellul. On a compris ce que vous voulez dire, Yael Mellul. Tiens, Jean Dorido, c'est vrai que l'adhésion au général Pierre de Villiers, c'est vrai que c'est le sentiment des Français qu'il n'y a plus d'autorité en France et que seul un général tel que Pierre de Villiers peut rétablir cette autorité. C'est ça, en fait. C'est un fait. On en avait parlé dans le cadre de cette émission, d'ailleurs, il y a quelques temps de ça. C'est vrai qu'il y a ce point commun déjà d'être un ancien militaire, avec ce côté peut-être aussi, ce sont des personnes qui ne font pas de politique. L'armée ne fait pas de politique. Les militaires n'avaient pas le droit de vote il n'y a encore pas si longtemps que ça, parce qu'ils servent la France avant tout, et c'est ce que disait monsieur William Tay, et ce que Yael Mellul renchérissait, c'est qu'on a envie de quelqu'un dont on pense qu'il sert exclusivement la France, en dehors de tout autre intérêt. Ça ferait du bien, c'est vrai. Ce serait assez paradoxal tout de même, parce que s'il y a une personnalité qui paraît dans sa psychologie différente de celle du général de Gaulle, c'est bien celle de Pierre de Villiers lorsqu'on lit ses livres et lorsqu'on lit ses entretiens. À côté de Gaulle, il paraît un boy scout humaniste. Ça, c'est ce que disait Philippe Rossi tout à l'heure. Il y a eu quand même une espèce de tectonique des plaques. Tout ça a glissé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, William Tay rappelait tout à l'heure, quand on cherche des personnes à qui on pourrait comparer de Gaulle, ce ne sont pas forcément des personnes très populaires en France. Il faut qu'on se mette sur les rangs, mon cher Jean. Il faut se mettre sur le coup, il faut coacher un jeune. On pourrait mettre une femme au milieu, pourquoi pas. Par exemple, vous visez Yael Mellul? Non, pas du tout. Par exemple. William Tay, président du think tank Le Millénaire, un comité de réflexion. Tiens, William Tay, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein du Millénaire, et surtout ce rapport donc que vous êtes en train d'écrire? Je ne sais pas si vous avez remis à Christian Jacob encore ou pas. Non, on a remis une partie. On termine tout ça. On aura transmis tout ça mercredi. Bon, très bien. Juste un petit mot pour expliquer quel est l'objet de ce rapport, William. En gros, l'idée, c'était que les Républicains, on considère que les Républicains ne sont plus un parti gaulliste depuis plusieurs années, notamment avec les décès marquants de Philippe Séguin et Charles Pasqua, qui étaient un peu les derniers représentants des deux volets du gaullisme, en clair. Et donc, l'idée pour nous, c'était de montrer que si LR veut se trouver un espace politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, on s'est inspiré sur deux personnes, la semaine dernière de Donald Trump et cette semaine par le général de Gaulle. Parce que globalement, l'idée, c'est de montrer quelle est la voie suivante. Il y a une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir.
On le voit depuis la crise de 2008 et on le voit avec la crise du coronavirus. Il y a un espace politique qui s'ouvre pour opérer des politiques nationales favorisant l'intérêt national, notamment sur le plan de la relocalisation, la défense de nos intérêts et utiliser l'État, non pas comme État nounou, État social pour distribuer de l'argent pour régler des problèmes, mais utiliser l'État pour soutenir nos agents dans la conquête des marchés mondiaux. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, c'est ce que fait actuellement Donald Trump. C'est un peu ça l'idée. Merci à vous. L'idée, c'est qu'en fait, ni Macron ni Le Pen ne peuvent le faire, et donc LR a un espace pour le faire. Merci à vous, William T, président du think tank du comité de réflexion Le Millénaire. J'aimerais remercier également Frédéric de Boulogne-Billancourt d'avoir débattu avec nous au 0826 300 300. Et la fin de notre débat, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Le gaullisme est-il démodé? Le gaullisme est-il dépassé? Qu'est-ce que ça donne, Jean-Marie? Vous répondez non, 71% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Et voilà.